On était en train de discuter avec Frédéric de cette question quand même très très importante. Comment entre-t-on en scène? Ben, c'est fait. Bonsoir à tous. Et bonsoir, merci. C'est bien, c'est très bien. On a surpris tout le monde. Hein. Je trouve qu'il a vraiment l'air d'un confesseur. Si ça vous gêne pas, je vais l'appeler mon père ce soir. Mon père. J'aurais un peu de peine à vous appeler mon fils, mais je vais essayer quand même. C'est promis. Ça va être... Oui, c'est quand même un peu dur, mais enfin, on va essayer. Alors, mon fils, commençons par le commencement. Oui. Comment entre-t-on, non pas dans les ordres, mais dans le cinéma? Parce qu'au départ, c'est pas ce que vous vouliez faire. Enfin, c'est pas ce que vous aviez prévu de faire dès le départ. Oui, tout à fait. Bah, moi, déjà, je suis quand même... je suis un peu précédé. Oui, certes. Donc, voilà. Mais c'est justement parce que j'étais précédé, je crois que... il y avait quelque chose peut-être qui me semblait facile, assez commun. Voilà, donc et puis, je crois que pendant longtemps, j'ai pas été cinéphile. Et c'est arrivé... j'étais pas cinéphile. Si, j'étais cinéphile dans le sens que moi, j'étais pensionnaire une grande partie de ma jeunesse, de mon enfance. Et donc, je revenais à Paris, je ne sais pas tous les combien. Et c'est vrai que là, je trompais l'ennui en allant au cinéma. Je voyais énormément de films, mais comme j'étais complètement omnivore. C'était pas du tout... Et la cinéphilie vient vraiment plus tard. Ça vient, je ne sais pas, j'ai 18, 20 ans. Mais tout en étant pensionnaire, votre père vous amenait pas... Enfin, est-ce qu'il y avait un lien quand même par rapport au film que votre père a écrit ou même réalisé ou même pas? En fait, c'était quand même deux choses qui étaient très séparées. C'était assez lointain. C'était assez lointain. Ça changera à partir d'un certain moment, mais toute la période d'enfance, bonjour, ça va? Comme ça, je me prends en photo, Frédéric. Pardon, non, mais je l'ai fait. Oui, donc non, j'étais tenu très à distance du cinéma, pas de la fabrication du cinéma, de tout ça, surtout par ma mère, je veux dire. Voilà. C'est pour vous protéger? Ma mère, oui, je pense. Ouais. Mais pas suffisamment, apparemment. Apparemment, non. Là, mais justement, alors qu'est-ce qui a été le moment, enfin, s'il y a un moment, mais s'il y a une espèce de déclic ou un élément charnière qui fait que vous passez... Moi, je crois que je veux pas... je crois qu'il y a un moment, je sais, voilà, s'il y a un moment donné dont je me souviens, où je me suis dit, tiens, là j'ai vu quelque chose que je ne connaissais pas, c'est Joli mois de mai de Chris Marker à la Cinémathèque de Chaillot. C'est un été, il fait très très chaud, la Cinémathèque est encore ouverte juste avant les vacances. Je ne sais plus où j'en suis, si c'est après le bac, avant le bac, je sais plus. Mais ça, je sais une chose, c'est que ça a été vraiment un choc pour moi de ce film. Pourquoi ça vous étonne? Non, c'est fascinant, enfin je veux dire, c'est... Non, c'est pas fascinant. Il y a ça, et puis peut-être, en droite ligne de ça, le fait que je m'achète une caméra Super 8, une Beaulieu S 2008, je crois m'en souvenir, et que je commence à faire des films en Super 8, que je monte moi-même, bien sûr, mais qui sont pas qui sont des petits des courts-métrages expérimentaux, dirait-on aujourd'hui, déjà à l'époque. J'ai eu même la fierté d'avoir un film Super 8 sélectionné. Il y avait une sélection à La Rochelle de Super 8. On était logés chez l'habitant. Je partageais ma chambre avec le chien. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Si, non. Si, parce que vous n'en parlez pas souvent. Et vous n'en parlez pas souvent, je sais que... Non, ça, et voilà. Mais après, quand vous arrivez dans le cinéma, il y a... Deuxième chose, il y a ça, cet épisode-là, et puis il y a là, déjà, je m'intéresse assez fermement au cinéma, le Super 8, c'est en cours, c'est derrière, et j'ai une amie qui est monteuse, qui voit l'intérêt que je porte au montage, et elle me dit, si tu veux, cet été, viens, je monte un film, tu seras stagiaire. Voilà.
Et que là, j'ai vu j'ai assisté donc au montage du film, comme tout jeune stagiaire. Et là, j'ai quand même là, j'ai vu la Vierge. Il y a eu un truc, j'ai senti que quelque chose s'adressait à moi. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai commencé, moi je vais commencer le cinéma par le montage. Vous avez aussi fait de l'assistant de réalisation ou... Non, c'est jamais. Non, le plateau ne m'intéressait pas du tout. C'était vraiment le Ce qui va m'intéresser comme plateau, et ça c'est quand même beaucoup plus tard, c'est le théâtre. D'accord. Et l'écriture, alors elle intervient quand? Parce qu'assez vite quand même, vous allez commencer à écrire des films. Non, ou co-écrire. Non, je fais tout, moi je fais tout avec du retard. Hein. C'est pas, je reste trop longtemps au montage. Après, effectivement, je me lance dans le scénario, mais c'est parce que j'ai écrit pour le théâtre avant, avec un ami dramaturge qui s'appelle Louis-Charles Sergin. On avait les commandes du festival d'automne, donc voilà, j'étais, comment on dit, dramaturge. Bon, bref, voilà. Et c'est comme ça que j'ai dit un truc drôle, là, je pense. C'est de dramaturge. Non, parce que vous avez sous-entendu que le mot dramaturge était peut-être un mot... Oui, c'était un peu excessif. Je crois que le mot est excessif pour ce que je fais. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Après, j'ai écrit un scénario. Oh, c'est très très loin ça, Frédéric. Mon père. Je sais. Votre confession est rude. Mais sauf erreur, enfin selon mes informations, vous avez coécrit un film avec... vous avez coécrit pour votre père, justement, si vous me permettez, mon fils. Ça vient plus... non, c'est le 74, je crois, 75, c'est possible. Je sais plus. Là, voilà, allez, on va... Alors je me souviens que pendant les vacances, il y avait des vacances, c'est toujours les vacances. Les vacances ont scellé mon sort cinématographique. Mon père avait des problèmes de scénariste pendant les mois d'été, oui, parce que ces gens ont des familles, hein, ils ont une vie. Donc il était un peu en carafe de scénariste, donc il m'a dit tiens, tu ne voudrais pas... Donc oui, je prêtais la main sur ce qui n'était pas un chef-d'œuvre. Non, bon baiser... Oui, non, on peut même ne pas dire le titre. D'accord, pardon, je n'ai rien dit. Je ne m'en offusquerai pas. Et par la suite, vous en écrivez quand même, vous coécrivez pas mal de films quand même. Avant véritablement de... Alors, je sais que je fais avec une adaptation de Gérard Mordia, de Vive la Sociale. Je sais que je travaille, j'ai fait un scénario avec et pour Bruno Bayen, un homme de théâtre qui nous a quittés malheureusement. Et puis après, je ne sais plus. Après, c'est le grand brouillard. Alors, on va peut-être aller à la dissipation du brouillard. Oui, on allume les codes. C'est ça. C'est le moment où vous passez à vos films. Oui, mais là vous ne serez pas sans remarquer que beaucoup de temps s'est passé. Oui, non, Que quand je fais mon premier film, je ne suis pas un perdreau de l'année. Non, absolument. Vous êtes déjà un... Je suis mûr. Mûr, c'est vrai. On peut dire ça comme ça, mais enfin, je ne veux pas... Voilà. C'est vrai que vous êtes... Voilà, c'est 94, pour le dire à la française. Ça, c'est le premier film, c'est ça? Oui, c'est vrai. Les hommes tombés. Oui. Je crois sur parole, vous avez des notes. Moi, pas. Qui est votre premier long métrage? Je cherche mes anti-sèches. Qui est votre premier long métrage, qui passe à la semaine de la critique. Qui passe à la semaine de la critique et qui reçoit d'ailleurs le César de la meilleure première œuvre. Donc c'est quand même un beau début. Oui, tout à fait. Et c'est totalement inespéré d'ailleurs. Et c'est le duo Trintignant et Kassovitz. Pardon, Trintignant, Yann Kassovitz. C'est ça. Le duo. Voilà. Et là, qu'est-ce qui vous a décidé à passer le cap? Enfin, si c'est un cap, je ne sais pas si c'est un cap, mais celui de glisser de l'écriture, oui, à réaliser. Et voilà. J'ai peur de me heurter à une incrédulité générale, si je raconte l'histoire. Non, je vous assure qu'on vous croit. Parce que, donc, c'est donc 94, vous dites, donc, les années, disons 90, tout ça. Je suis scénariste, j'ai deux grands amis qui sont Alain Le Henry et Didier Hautepin. Et on a la riche idée de créer une société de production, ou plutôt de développement de scénarios. On pensait qu'on allait nous chercher. Alors bien sûr, la chose ne marche absolument pas. C'est un fiasco total. Et à un moment donné, comme ça, dans cette espèce de bérésina qui nous saisissait, on a une réunion et on se dit, oui, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la société.
Et Didier dit, moi je crois que ce qu'il faudrait faire, ça serait mettre un film en production, pas du développement. Enfin. Et lui, Didier, ne pouvait pas, parce qu'il avait fait un film qui avait été une catastrophe, il payait les dettes. On commence à se regarder autour, on était 3, c'était pas nombreux, et il y a quelqu'un n'a pas envie, n'a pas une idée de film. Alors, Alain passe son tour, là, et puis ça vient à moi. Moi je dis, si, j'ai lu un bouquin, c'est quand même pas mal, donc t'as envie de le réaliser? J'ai dit, mais j'ai jamais fait ça, je sais pas, mais on t'aidera, me disent-ils, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait je serais tenté de dire par défaut. Non, parce que les autres n'avaient pas d'idée, c'est tout, voilà. Alors, quand je raconte ça, c'est que j'ai l'impression de faire un bide. Je ne cherchais pas non plus à être follement drôle. Mais ça s'est réellement fait comme ça. Et pourtant, c'est quand même... Alors ça, c'est bizarre. Alors, pardon, je vous coupe là. Non, mais allez-y. C'est quand je dis que j'ai toujours fait les choses toujours avec un peu de décalage, que je peux même le quantifier. J'ai toujours 4 ans, 5 ans de retard par rapport... Le montage, j'avais compris le truc au bout de 2 ans, voilà. J'en ai fait quand même pendant un bon moment. Et puis l'écriture, c'est pas que j'avais compris le truc, mais j'avais affaire. Bon, c'était pas des bons projets, c'était pas forcément des très très bons films. Et donc j'avais compris que ça pouvait être éventuellement des pas très bons films. Et en fait, quand je réalise, le mot est intéressant, la polysémie du mot. Quand je réalise que. En fait, je sais le latin, je sais ça, j'ai pas de problème. Mais il y a quand même une différence entre la table de montage, l'écriture, la table de l'écriture et le plateau, les acteurs. Ça, c'est autre chose. Moi, je distinguerais. Pour moi, le montage et l'écriture, le montage, c'est un prolongement absolu de l'écriture. Et c'est là, c'est au montage que le scénariste, le réalisateur, c'est moi, va faire en fait l'expérience de sa nullité de scénariste, ou de ses manques, pourquoi n'ai-je pas pensé à ça, pourquoi n'ai-je pas fait ça. En même temps, je le fais au montage, mais je sais que ça va être. Mais bon, bref, le montage prolongement de l'écriture, c'est le lieu commun, ça. Après, il y a le tournage, le plateau. Qu'est-ce que c'est que le plateau? Le plateau, c'est un plateau technique avec des gens. Et puis, c'est le plateau, les comédiens. Et que cette idée qui est assez folle, quand même, de réunir un certain nombre de personnes, parce que moi, c'est ça, en fait, que j'aime dans le cinéma. C'est un rapport au monde. Et... d'avoir, je ne sais pas combien de personnes dans une équipe, disons une cinquantaine, soixantaine, là je suis sur un gros film, c'était vraiment une armée. Et comment on va... moi j'ai vu la chose se produire au théâtre. Comment par un système de mots, comment on va convaincre des gens très très différents, qui ne parlent pas forcément, qui n'ont pas les mêmes langues, comment on va les mettre dans la même pente, voilà. Et ça, c'est enivrant. C'est une chose. C'est qu'en fait, ce que vous allez obtenir, c'est quelque chose de supérieur au projet, si ça se passe bien, Justement, des acteurs comme Trintignant et Kassovitz qui vont travailler sur ce film, vous allez les retrouver pour le film suivant. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs dans un héros très discret qui a été projeté hier ici, donc certains l'ont peut-être vu hier soir, c'est qu'on a vraiment l'impression que vous mettez aussi en jeu justement la question de qu'est-ce que la fiction, qu'est-ce que la création d'un personnage, qu'est-ce que la création au fond de l'œuvre, et que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans votre travail, cette idée de création en cours de quelque chose, d'un récit, à l'intérieur des histoires. Ça, je ne sais pas trop comment un héros, c'était particulier, parce que c'était le livre même de Jean-François Degnaud. Voilà. Et c'est plutôt comment c'est plutôt la destinée, moi, de ce film-là. Regarde Les Hommes tombés. Je n'ai pas aimé le tournage. Ça a été un tournage difficile pour moi, avec les techniciens, c'est comment là les choses ont vraiment progressé. En fait, c'est une expérience que j'ai pas aimée, à tel titre que je me suis dit
que je retournais au scénario, que voilà. Mais il s'avère quand même qu'un héros très discret, j'en avais écrit une première adaptation avec Alain Le Henry avant de tourner. Et donc on s'était dit avec Alain très très naïvement, bon, excusez-moi, ben on va essayer de trouver un producteur, de lui vendre je sais pas, c'était un traitement d'un héros très discret. Et puis voilà, du temps se passe, on regarde Les Hommes tombés sort. Il a tout à fait le succès que vous dites, succès limité, mais disons quand même assez honorable. Et moi, je sais que j'ai plus trop envie de réaliser. Et finalement, le producteur auquel on avait cédé les droits momentanément d'un héros très discret vient me voir, me dit, écoute, à l'époque, je revenais de Cannes, des choses comme ça. Et vient me voir, il m'a dit, tu sais, j'ai trouvé aucun réalisateur pour faire ça, donc t'as pas envie de le faire. Et en fait, j'ai réfléchi un petit peu, puis c'est comme ça que je me suis lancé dedans. Et c'était un tournage, alors pour le coup, très, très heureux, très, très agréable. Je m'en suis plus laissé compter. Le film Un héros très discret remporte le prix du scénario à Cannes, d'ailleurs. Oui. Ensuite, c'est Sur mes lèvres. Oui. Et 3 ans après, au moins, je crois. Ouais, très bon. Absolument. On y reviendra peut-être à la fin, puisque c'est le film que les gens vont voir ici. Mais ensuite, on passe à De battre mon cœur s'est arrêté. Alors là, j'aimerais juste peut-être qu'on revienne aussi sur cette idée que, finalement, à chaque fois que vous écrivez un film, de ce que j'en sais, vous avez toujours collaboré. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul, alors que pourtant, vous avez cette grande expérience quand même de l'écriture ou de la dramaturgie, en tout cas. Oui, c'est parce que je pense que comme je vous disais, c'est un rapport au monde pour moi, le cinéma, et ça commence par un scénariste, un co-scénariste. Un co-scénariste, après ça va être, ou avant un producteur, une production, et puis après une équipe, et puis après tout ça, et puis après un public. Et qu'est-ce qui fait naître l'envie d'un film, alors d'un projet? C'est une lecture, il y a pas mal d'adaptations, il y a eu des adaptations. Il y a comment les lectures, les informations, je ne sais pas quoi, elles ne vont pas, c'est pas l'idée, voilà, là je cherche un sujet, t'aurais pas un sujet, des trucs, ça n'a vraiment pas beaucoup de sens pour moi. En revanche, ce à quoi je crois, c'est que quand je fais un film, quand je réalise un film, que cette chose est sortie, il y a comme... c'est comme si vous fermez un tiroir et puis pouf, il y en a un autre qui s'en trouve un petit peu. Voilà, c'est comme si, je sais pas, qui doivent être plusieurs avoir dit qu'on fait toujours un film contre le précédent. Moi, c'est pas contre le précédent, c'est avec ce qu'a laissé le précédent. Et dans ce qu'a laissé le précédent, cette espèce de limon comme ça qui est dans votre tête, et ben, tout à coup, vous allez croiser une lecture, vous allez croiser un fait divers, un truc ça, et tout à coup, boum, la chose sera éclairée par ça, par une pensée qui en fait préexiste. Et justement, à partir du moment où vous trouvez dans ce limon-là quelque chose, c'est souvent une forme. Moi, ça ne m'apparaît pas par du sens. Gilles a croisé Jean qui connaissait Arlette, et je ne sais pas trop. C'est des formes, c'est une forme. Ça serait, ça brillerait comme ça serait tel type tel type de rapport entre les personnages, pas les personnages eux-mêmes. C'est quelque chose. C'est difficile de dire ça, mais la forme est toujours première. Et je crois même comme en poésie, en fait. Belle définition de votre travail. Il va y avoir un moment clé dans votre... Enfin, je ne sais pas si c'est un moment clé, mais évidemment, vu de l'extérieur, on a cette sensation. C'est un prophète, parce que, voilà, il va y avoir un succès gigantesque, un prix à Cannes, un grand prix du jury à Cannes, un grand prix. Ah oui, c'est grand prix. Il y a les Césars, il y a aussi un grand succès, etc. En quoi est-ce que ça a pu changer quelque chose par rapport à vous, dans votre manière d'envisager le cinéma? Je ne sais pas trop. Parce que je retiens deux choses. Oui, je ne sais pas même si j'en retiens une seule, je ne sais pas. Non. Je pense qu'un prophète, pour moi, ça a été... voilà, c'est ça. Ça a été avoir la possibilité
de travailler avec des gens dont on ne connaissait pas les visages. Voilà. Et parce que hormis Niels, on ne connaissait personne, on ne connaissait pas. Niels Arestrup, je vais on ne connaissait pas. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir il faut avoir une idée très courageuse de la production. Le gardien qui va ouvrir la porte, ça n'est pas Vincent Lindon. Voilà, c'est un peu différent. Il faut avoir une idée très très courageuse du cinéma et se dire que ce film-là, on va fabriquer une enveloppe pour le faire, la prison, tout ça. Et se dire que finalement le personnage principal, le moteur, c'est la prison. Donc on fabrique une prison selon les désirs de la réalisation. Et ça, du point de vue de la production, c'est très courageux. Mais la prison, elle tourne autour de ces personnages. Et il y en a un en particulier interprété par Tahar Brahim, dont c'est le premier rôle, qui est quand même là au centre. Le personnage, oui, mais ne pas se méprendre. Et moi, j'ai appris une chose technique assez importante, une leçon. Si je suis trop long, mon père vous inquiétez pas, au contraire. Et je me souviens, donc on construit cette prison dans la banlieue de Paris, une friche industrielle, ça, un très gros travail très beau travail de décoration que je fais. Bon bref, voilà. Et je sais que la première semaine, donc, et puis il y a beaucoup de figurants, hein, il y a toute la prison comme ça. Je ne sais plus combien il y avait de figurants par jour dans les grosses scènes, c'était quand même assez important. Et je vois la première semaine de tournage avec Tahar. Alors je procède comme d'habitude, ce que je pensais être une habitude. Je mets en scène les protagonistes principaux, et puis après, hop, l'assistant généralement se charge ça, met en place le fond. Et ça marchait pas. Et ça disait, et que j'ai réalisé vraiment une nuit comme ça, un rêve, boum, une illumination. Il fallait que je fasse exactement l'inverse, que je mette en scène toute la prison, et là-dedans après, je lançais les comédiens. Et donc les comédiens ne savaient absolument pas ce qui allait se passer, ils allaient se prendre un ballon dans la figure, je ne sais pas quoi. Et tout à coup, ça s'est mis à marcher, parce que par exemple, dans le jeu, ils étaient obligés de parler plus fort qu'ils ne parlaient normalement, parce que la prison faisait du bruit, la prison vivait. Et donc c'est pour ça que je disais que bon, disons, l'élément principal d'un prophète, c'est la prison. Voilà. Merci. Vous voyez, c'est très bien. Elle n'est pas trop longue, la confession. Mais Tahar Brahim, quand même, je veux dire, c'est son premier rôle. Tout d'un coup, depuis, il a fait la carrière. Non, je l'avais vu avant. Ah, vous l'aviez vu avant? Oui, je l'avais vu dans une série. J'étais allé le voir. Non, c'est pas ça. Je sais que j'ai un ami, une relation qui tourne une série qui s'appelle La Commune. En banlieue, et je vais lui rendre visite, parce que comme ça, je sais pas quoi, parce qu'il y avait Abdelraouf Dafri qui avait écrit le scénario, et donc je vais une visite de confrère de confrère. Et je rentre en voiture, avec la voiture de la production sur Paris, il y avait deux jeunes comédiens dans la voiture avec moi, et il y avait Tahar, et je savais que c'était lui. Celui que je cherchais, il était assez connu. J'ai rencontré Tahar dans une voiture. Voilà. Ben oui, c'était assez fou. C'est pas les tiroirs qui s'ouvrent en poussant l'autre, c'est la portière. Un tout petit peu, c'est la portière. Excusez-moi, mais c'est vous qui m'avez. Mais alors après, comment on referme le tiroir du prophète par rapport à la fois au succès, à la fois à tout ce qui a pu se passer. C'est pas gênant le succès. Non, je n'ai pas dit que c'était contre, hein, mais pour ouvrir le tiroir de Rouillé d'os. Je me souviens. Ah si, mais c'est. C'est quand même un autre univers. Alors ça, je sais. Oui, c'est parce que alors, ça va être pendant C'était pendant la période. Pardon, excusez-moi. Non, mais... Pendant la période d'un prophète, je sais qu'il y avait eu un truc. Je sais plus exactement. Mais bon, je suis tombé sur un recueil de nouvelles, Craig Davidson, je crois. Oui. Et c'est tout un truc à voyager avec moi pendant un prophète. Au début, je pensais m'intéresser à 4 nouvelles, puis après à 3, puis voilà. Ça s'est fait comme ça, avec l'idée derrière
de faire une idée de production d'images, je sais pas, assez singulière, comme... enfin, je vais lancer des grands noms, Todd Browning, des choses comme ça, voilà, d'aller dans cette direction-là. C'est pas un grand nom, enfin, je veux dire... Pardon, excusez-moi. C'est pas un grand nom, enfin, c'est un grand nom, mais je veux dire, c'est pas... C'est un génie, Todd Browning. Oui, mais enfin, je veux dire, je comprends qu'on puisse... attention. D'accord, mais je comprends qu'on puisse... Edmund Goulding aussi, c'était Nightmare Alley, l'original, pas le truc... D'accord. Donc voilà, c'était ça, les influences. Parce qu'on n'est pas... C'est vrai que la cinématographie française ne produit pas vraiment je sais pas pourquoi. Et c'était comment de voir des gens prolétaires ou sous-prolétaires là-dedans, dans cette imagerie-là. Voilà. Dans l'imaginaire aussi de la palade, enfin, tout ce que vous avez, tout ce qu'il y a dans le film. Et après ça, c'est Dipan, où là aussi, vous retrouvez un univers de comédiens, de nouveau, en prenant des risques majeurs, parce que autant tout à l'heure, dans Dodroyedos, il y avait Marion Cotillard. J'ai un trou, le mec est vraiment pas frais. Dipan, c'est entre quoi et quoi? Dipan, c'est entre De Rouilledos et The Sister Brothers. Ah d'accord, ok. C'est après, enfin, à ma connaissance, enfin, à moins que mes informations... C'est parce que je me souviens, alors c'était... Mais peut-être que... c'est que pendant que... Donc je tournais... De Rouilledos. Oui, c'est ça. Pendant que je tournais De Rouilledos, j'avais mis en route déjà l'écriture de Dipan avec le charmant Noé Debré et avec Tom qui travaillait avec Thomas Wittgen, pardon, qui travaille avec lui. Donc quand je sors du film, il y a déjà un scénario qui a été réfléchi. Et là, vous l'aviez déjà réfléchi dans l'idée véritablement de travailler avec aussi des personnes et des personnages qui sont... Et puis c'est vrai que moi, oui, tout à fait, oui. Et c'est très étrange, cette chose parce que ça fait 3 fois que ça se produit, je suis obligé de m'interroger sur la chose. Pourquoi faire des films en langue étrangère? Moi, je parle horriblement mal anglais. Là, je viens de faire une comédie musicale en espagnol, en mexicain, je ne parle pas espagnol. Et alors, le tamil, là, c'est un autre truc. Mais c'est étrange, ce désir de quitter sa langue maternelle. Alors, c'est peut-être parce que quand c'est en français, quand c'est dans ma langue, j'en suis trop soucieux, d'une certaine façon. Je ne la réduis pas à ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une partition musicale. Et que ça, j'ai eu ça vraiment sur Dipan, c'est que je ne comprenais... En plus, bon, il y a toute une expressivité, du visage chez les Indiens, chez les Sri Lankais, qui est totalement différente. C'est comme les Asiatiques. C'est difficile de deviner ce qui est en train de se dire sur le visage. Et ça me fascinait. Il y avait des jours où j'étais complètement fasciné par le fait de ne rien comprendre, très charmé par le son de cette langue, et de n'avoir plus qu'un rapport musical avec la mise en scène, en fait. Mais quand même, vous intéressez au tigre tamoul, à ces figures-là, ça vient d'où? Enfin, à quel moment le tiroir s'est entrouvert? J'aimerais bien avoir une réponse, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Si, peut-être que alors ça va paraître un peu bébête, peut-être, mais quand vous êtes à Paris, les soirs d'été, il y a beaucoup d'Indiens, de Tamouls, qui viennent vous vendre des jouets de pacotille, des briquets qui font des étincelles, et que... qu'est-ce qu'il y a quand on ouvre le capot? Ça vient d'où? C'est quoi la douleur? C'est quoi la souffrance? Ça pense comment? Quel chemin parcouru? Et là, on est surpris. Là, on fait des découvertes. Et d'où le film? Vous en avez rencontré pour préparer le film avec Thomas Wittgen? Autour du temple de Ganesh, à Paris, tout ça. Et puis il y avait une société,
qui est une société sri-lankaise à Paris, pas importante, mais quand même assez solide. Le film remporte la Palme d'Or. Là aussi, qu'est-ce qui se passe après? Pourquoi cette envie d'ouvrir un tiroir de nouveau dans une langue étrangère? Alors, évidemment, qui est une langue... Sisters, oui, parce que c'est une langue éminemment cinématographique, mais enfin en même temps... Mais en plus, oui, après, c'est des... Et un western, en plus. Oui, en plus, c'est pas un genre que j'aime énormément, donc... Non, mais c'est pas ça, c'est pas grave. Non, moi, ce que j'aime, c'est les westerns, finalement, qui sont... comme tout le monde, qui sont à peine... où tout le monde va être d'accord sur Rio Bravo, tout le monde va être d'accord sur Cheyenne Automne, pardon. Tout le monde va être d'accord sur une quinzaine de films qui sont tout simplement admirables. Là, c'est parce que moi, ça m'est donné, c'est pas une idée que j'ai eue, c'est un acteur américain, John C. Reilly, qui m'a contacté à Los Angeles ou Toronto, je me souviens pas, avec un livre, voilà, avec Sister Brothers. Et je lis le livre et j'aime énormément ce livre. Voilà, donc c'est à partir du livre que je vais avoir le désir de faire ça. Mais je rebondis sur ce que vous venez de dire. En effet, j'ai lu que votre nouveau film, qui est visiblement... enfin, je ne sais pas dans quelle étape il est, mais enfin, je crois qu'il est assez loin. L'étape, la névrose. C'est à quel moment la névrose par rapport au film? C'est quand il est fini? C'est juste avant le cabanon. C'est tout. Et le cabanon, c'est quoi? C'est le cabanon. Non, je vais pas. Non, c'est une entreprise très. Alors là aussi, comment ça vous vient? Je peux pas. Parce que c'est une comédie. En effet, c'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale en mexicain et tournée à Paris, dans les studios de Brie, enfin tout en studio. J'aurais dû le tourner normalement au Mexique, mais pourquoi j'ai pas fait un décor naturel? Parce que chose très étonnante, c'était pendant un confinement, je ne sais plus lequel. Je lis le roman d'un ami qui s'appelle Écoute, je crois, il y a un chapitre, je sais pas, c'est le 6e, le 7e chapitre, il y a une idée dans ce chapitre qui me rend cinglé, mais immédiatement. Le lendemain matin, j'appelle, et puis je continue dans le livre, et l'idée qui était dans ce chapitre-là n'est pas exploitée du tout. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui lui a pris? Donc le lendemain, je l'appelle. Je lui dis, mais tu as une idée de développement de ça? Il me dit, non, pas du tout. Ben ouais, moi j'en ai une. Donc, j'ai pris les clés de la Mercedes et je me suis cassé avec. Et puis j'ai fumé toutes les Kraven. Et donc, chose très étonnante, c'est que cette idée, mais son développement m'est apparu sous forme d'opéra. En fait, c'est le premier texte que j'écris, qui va faire une 30aine de pages, et divisé en actes, et vraiment c'est vraiment un opéra. Et donc, quelques temps plus tard, je le mène au cinéma, etc. Mais donc ça signifie comédie musicale, puisqu'en plus de ça, Oui, à vrai dire, je dis comédie musicale, c'est parce que, bon, le genre existe, et puis c'est plus facile dans la conversation. Je devrais dire petit opéra, voilà. D'accord. Mais ça signifie quand même de la musique. Ah oui, bien sûr. Beaucoup de musique, beaucoup de chansons. D'accord. Mais c'est quelque chose que vous retrouvez, parce que vous avez quand même tourné un certain nombre de films pour des musiciens, non? Excusez-moi, vous avez une idée? Vous avez tourné quelques Bachung, je crois. Ah non, ça s'appelle des clips. Hein? Oui, des clips. Oui, voilà. Oui, mais non, mais enfin, je veux dire, même si c'est très court. Oui, mais mon père, il faut se mettre à jour. Oui, d'accord. C'est vrai que j'ai fait des clips. Désolé, mais hier je parlais de Scopitone avec Lelouch. Alors... Avec Lelouch, oui. J'ai fait des clips, j'ai beaucoup aimé ça, et puis j'ai cessé d'en faire tout simplement parce que l'industrie de la musique a muté, et donc son exploitation a muté, donc les clips n'avaient plus exactement la place qu'ils avaient avant. Mais est-ce que c'est ça qui peut-être crée ce lien avec l'idée de faire un mini-opéra? Non, je crois pas. Non, je pense. Alors, il y a quand même une petite chose, c'est que tout ça n'est pas sans histoire. C'est qu'un héros très discret, avec Alexandre Desplat, on avait caressé l'idée d'en faire un petit opéra, à la manière un petit peu de l'opéra de Katsu ou de Dixon in China. Et il en reste des traces dans le film. Le quintet, c'est vraiment le résidu de ça. En fait, il y a deux éléments dans le film qui sont assez frappants parce que j'ai revu hier, et c'est à la fois la musique et à la fois la dimension documentaire. Enfin, le faux documentaire, aussi, le faux documentaire qui apparaît. Mais alors, de nouveau après les Sister Brothers, le western,
vous revenez à quelque chose qui est très ancré dans Paris, c'est les Olympiades. Oui. Ces récits amoureux en noir et blanc. C'est vraiment là aussi. Ça, c'est pas d'abord. Je cherchais, comme on dit, un sujet où j'étais en état. C'est Rebecca Zlotowski qui est là d'ailleurs qui m'a dit tu devrais lire. Moi, j'ai aucune connaissance de la bande dessinée. Mais Rebecca m'a dit tu devrais lire Adrian Tominé. Je sais plus si elle m'avait cité des titres. Et effectivement, je suis tombé red dingue de deux albums, je pense, de Tominé. J'ai combiné des histoires, voilà, des nouvelles. Et le noir et blanc, c'était pour... Eh bien, figurez-vous que le noir et blanc, ça a été après je me suis aperçu que la nouvelle principale de Tominé était en noir et blanc. Je me suis dit, mais oui, mon Dieu, c'est absolument évident. Et comme je voulais vraiment le mettre, le placer dans une géographie que je connaissais bien, le 13e que j'ai longtemps habité, le noir et blanc allait vraiment parfaitement pour les Olympiades, pour ces constructions et tout ça. Allez, pour revenir un tout petit peu au tout début de ce que vous disiez par rapport au montage, par rapport à l'écriture, par rapport à ces deux phases essentielles, ensuite au tournage, comment vous maintenant vous ressentez quand vous montez vos films? Moi je ne les monte pas, c'est ma grande amie et monteuse Juliette Welfing qui les monte. Non, mais comment vous allez quand même, j'imagine, au montage, voir tous les jours les choses, etc. Tous les jours, parce que je ne veux pas la laisser seule non plus. Et comment vous avez l'impression que vous avez beaucoup changé de choses au tournage, ou qu'au contraire le scénario se retrouve? Ça serait, moi, je pense que ça serait j'aurais la plus grande suspicion à l'égard d'un projet dont on dirait qu'il est merveilleusement écrit, dont le tournage serait exactement la décalcomanie du scénario, et je ne parle pas du montage, qui serait la décalcomanie suprême de tout ça. J'ai la plus grande méfiance à l'égard de ça, à l'égard du programme. Comme l'intérêt du cinéma, et probablement, c'est aussi des choses que j'ai pu trouver au théâtre, c'est cette fluctuation permanente où le programme est sans cesse pas reseté entièrement, mais reseté quand même. Voilà. Et vous avez le sentiment que il y a des tournages où justement là, j'imagine peut-être que le western c'est plus difficile. Enfin, je me rends pas compte. C'est drôle ça, le western. Mais je me souviens d'une anecdote. C'était comment j'étais à Los Angeles pour chercher des acteurs tout simplement. Les acteurs américains sont souvent à Los Angeles. Vous avez remarqué, oui. Il y a des chances. Alors je me souviens plus tout à coup de son nom. Comment s'appelle cette actrice absolument géniale qui est la femme de Joël Frances Mac. Voilà. Alors donc j'avais rencontré Frances comme ça pour un rôle qu'elle a bien sûr refusé, et elle a eu largement raison. Elle me dit mais si tu veux, je dois retrouver Joël dans un restaurant pour le dîner. Il serait content de te voir. Alors pour la petite histoire, c'est que quand je reçois une palme, ce sont les frères Cohen qui sont à la présidence. Alors donc moi je suis vachement content de rencontrer Joël Cohen quand même. Et d'autant que les Cohen venaient de faire un western. Donc j'avais peut-être quelques questions à poser. Et donc on me dit, mais c'est charmant, avec mon anglais plus que laborieux, tout ça. Et à un moment donné, je demande à Joël, mais c'est quoi le truc le plus dur, le plus emmerdant que tu as eu sur le tournage? Là, il s'arrête 1 ou 2 secondes, comme ça, puis avec une voix biblique, il me dit « Mind the horses ». Joël, qui était ici même à la première édition des rencontres, et qui a présenté la balade de Buster Scruggs, justement, d'ailleurs, ici même sur cet écran, avant la restauration de la salle. Mais moi, ma question, c'est au fond, est-ce que justement dans des situations de films comme à costume, comme un western, ou au contraire les Olympiades, est-ce que finalement vous avez plus de liberté, moins de liberté, et qu'est-ce qui finalement se transforme Je ne peux pas dire que ce sera une entreprise. Je dis une entreprise parce que c'est vraiment une entreprise dans un film lourd, avec justement des chevaux, comme Sister Brothers. Ça, pour moi, ça c'est un cas limite de difficulté. Voilà, et c'est pour ça que derrière, je veux faire un film très très léger, que je peux. Un film, c'est jamais
jamais complètement léger. Si c'est complètement léger, c'est pas un film. Mais quelque chose où je n'aurais pas d'angoisse le matin, ou trop d'angoisse le matin. J'aurais peut-être des inquiétudes, mais pas des angoisses. Voilà. Pour revenir juste encore un instant sur The Sister Brothers, vous avez parlé de votre recherche des comédiens. Vous travaillez là quand même avec des comédiens américains d'une certaine pointure. Alors John C. Reilly, vous avez évoqué, qui est venu vous chercher, donc voilà. Mais Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal, qui sont, voilà, Alors, comment ça se passe au fond? Jake Gyllenhaal m'avait contacté avant. Il cherchait à travailler. Il cherchait comment. Il ne faut pas trop se méprendre sur l'intérêt. D'abord, je remercie toute personne manifestant un intérêt à mon égard. Comme ça, c'est fait. Maintenant, je peux balancer. Non, mais c'est que souvent, comment quand je dis acteur, je dis actrice, je dis tout ça en même temps. Mais moi, j'ai surtout eu affaire à des acteurs. Quand ils viennent voir un réalisateur européen, du français, c'est qu'ils cherchent quelque chose. Ils cherchent quelque chose que leur profession à Hollywood ne leur donne pas. Voilà, c'est pas. Ils cherchent une reconnaissance singulière, particulière, parce que oui, on a toujours quand même une petite aura, et c'est ce qu'ils cherchent en fait. Voilà. Et ça rend la chose. On vient pas, ce que je veux dire, c'est que oui, votre cinéma peut être vu et reconnu, mais on ne vient pas pour vos beaux yeux. Voilà, c'est pas seulement ça. C'est aussi pour autre chose que vous pouvez offrir. C'est pour leur gueule. Très bien. Par contre, dans les Olympiades, de nouveau, à part Noémie Merlan, là aussi, vous travaillez avec des plus jeunes comédiens. Enfin, vous allez. Est-ce que vous travaillez beaucoup à la recherche des comédiens? Vous allez. Non, comment sur la recherche? Oui, c'est toujours un travail. C'est un travail très excitant, de toute façon. Mais par exemple, sur les Olympiades, le plus gros travail, c'est un travail de répétition, parce que j'avais des acteurs qui n'étaient pas qui n'avaient pas les mêmes expériences professionnelles. Noémie avait déjà pas mal tourné, Makita Samba venait du théâtre, Lucie Zhang, elle était étudiante à Dauphine, hein, voilà. Et donc, c'était comment obtenir un niveau de jeu, oui c'est ça, un niveau de jeu homogène. Et ça c'était long. En plus, avec des choses difficiles, des choses de sexe, d'amour, des choses difficiles. C'était long. À quel moment? Dans la préparation? Dans les répétitions. Je suis allé assez loin dans les répétitions, jusqu'à un truc que je conseille de faire. Si vous avez un scénario où il n'y a pas trop de personnages, pas trop de décors, faites un filage. Vous louez une salle de théâtre ou un truc, et vous faites un filage du scénario. Moi, c'est ce que j'ai fait au Rond-Point avec mes acteurs et les techniciens. Comme ça, tous les acteurs se sont vus jouer. Donc, ils ont pu déjà avoir un peu moins peur, et les techniciens ont vu ce qui se passait. Voilà. On gagne sur tous les tableaux. C'est une belle idée. Mais c'est la première fois c'est la première fois que vous le faisiez? Oui, parce que c'est pas que je n'y avais pas pensé, mais je vous dis, il faut avoir pas trop de décors, pas trop de déplacements, pas trop de comédiens. Et pas de chevaux. Et pas de chevaux. Dans votre cinématographie, il y a à part le western, on va laisser de côté, il y a un genre quand même qui est un genre, entre guillemets, hein, parce que avec vous, je dois mettre de gros guillemets, mais il y a quand même le monde policier, que ce soit le monde de la prison, des aventures ou des histoires et des récits qui ont un fond... Policier, non, ouais. Non, je réfute. D'accord, alors... Non, il y a le polar. Le film noir. Le film noir, voilà. Film noir, merci. Voilà, d'accord. Film noir. Qui est quand même très présent. Le cinéma noir. Le cinéma noir. Qui est une chose absolument resplendissante, avant-guerre, après-guerre. Alors, quelle importance il a pour vous? Je résume brutalement. C'est un cinéma qui vient, comment ce cinéma noir auquel je pense, il vient d'Aime le Maudit, hein, en gros. On va faire court, on va éviter les trucs. C'est Lang qui a tout inventé, et que c'est un cinéma qui est issu de l'expressionnisme, qui est pour moi une chose absolument très très importante. Alors non, je vais pas, le développement serait trop long. Mais si, allez-y, on peut encore se le permettre. On peut encore. On peut. Oui, vous inquiétez pas. Faites pas trop chier. Non, c'est bon. Oui. Fishing for compliments.
Oui, non, je fais un petit détour, parce que pour moi, oui. J'étais très ignorant. En fait, je m'aperçois d'une chose, c'est que c'est pas que j'ai pas lu, quand même, je suis un assez grand lecteur. Alors, par exemple, là, je parlais du cinéma de l'expressionnisme, de langue, je sais pas, des choses, bon, ça, c'est une évidence. M, c'est le premier, pour moi, c'est le premier film moderne, c'est le premier vrai grand film moderne. La lumière, le cadrage, l'usage du son, insensé. Il travaillait, et c'était quand même à l'époque, c'était d'une rusticité considérable. Alors voilà, donc ça m'a beaucoup, voilà, ça m'a beaucoup influencé. Et c'est pour ça aussi que je fais des images vignettées très souvent. Hein, ouais, top, alors, juste je fais une petite parenthèse, c'est parce que je me suis aperçu qu'il y avait tout un pan de l'histoire de l'art que j'ignorais complètement. C'est toute la peinture. Moi, je pensais que la peinture américaine apparaissait, la peinture Motherwell, tous ces gens-là. Il y avait, je ne sais pas ce qui se passait avant, et tout à coup, il y avait ça, une espèce de génération spontanée. Et en fait, j'ai découvert à travers une exposition qui s'appelait The Agent of Anxiety, qui était la peinture américaine des années 30. En gros, ça part de l'après-guerre, de l'après-guerre, et ça va jusqu'à la fin des années 30. C'est comment les artistes américains vont se réapproprier la peinture. Et puis plein d'autres choses, mais la peinture. Sous-entendu, comment échapper à l'Europe, aux grands modèles européens, que ce soit Picasso, tous ces trucs-là. Et donc ils vont faire une peinture qui, je pense qu'on aurait vu ça, on serait en 1925, 1930 à Montparnasse, on aurait vu ces toiles, on aurait dit mais c'est des croûtes. Et maintenant on les voit tout à fait différemment. Et je pense par exemple que l'expressionnisme allemand a dû, par je ne sais quel truc, traverser ça, et que si on est très attentif, le cinéma de David Lynch vient très très largement de ça. Voilà. Et le film noir alors ? Ça a à voir avec ça. J'aurais bien aimé vous. Ça a à voir avec ça. Ça a tout à fait à voir avec ça. Comment la grande littérature noire américaine, c'est les années 30. Hein, c'est ça, c'est issu de la prohibition. Et c'est pas. Et puis après, il n'y a pas seulement littérature là-dedans. Et puis si on met en plus Faulkner là-dedans, on aura le tableau presque complet. Quand vous reprenez le film de James Toback, oui, est-ce qu'il y a de ça ? Ah oui, ça a à voir, oui, bien sûr. Ça a à voir. Oui, je pense que ça a à voir, oui, bien sûr. Je fais de la musique. Alors, j'ai encore 2 questions. Puis après, c'est bon, la confession sera terminée et vous aurez l'absolution. C'est sur mes lèvres ? Parce que donc on va voir dans quelques ce soir, oui. Voilà, parce que je l'ai un peu gardé de côté parce qu'on va le voir dans quelques instants. Et je précise pour le public qu'il s'agit d'une restauration, donc une version numérique, dont c'est une véritable avant-première, une première exclusivité que Pathé met à disposition à votre demande d'ailleurs. J'ai demandé. Hein. Oui, je sais. J'ai insisté. On m'a dit. Donc Pathé nous a bien prévenu en disant que c'est pas tout à fait fini la restauration. Il y a encore quelques petites choses à corriger, voilà. Mais enfin, voilà. Alors. Quelques mots peut-être sur la restauration d'ailleurs, parce qu'elle a été faite en 4K. Donc vous avez collaboré, le chef opérateur a collaboré. Moi, j'avais pas, je n'avais pas revu le film. Peut-être j'avais vu un bout du film, je ne sais pas à la faveur de quoi. Et donc je l'ai revu dans les laboratoires comme ça. J'ai trouvé la restauration vraiment. C'est le chef op, c'est Mathieu Vadepied qui a dirigé. Enfin, bon. Et je vais dire une chose. Je vais dire une chose pas bien. Je crois que c'est mieux que l'original. Donc voilà, donc j'étais très, 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 très heureux de le voir dans cet état-là, quoi. Et alors quelques mots sur l'image plus brillante. Donc vous allez le découvrir dans quelques minutes, mais quelques mots sur le film. Alors quelques mots sur le film. Qu'on peut dire avant. Alors c'est un film que j'ai écrit avec Tonino Benacquista. Nous avons mis très longtemps à l'écrire, je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus pourquoi. Et c'est un film l'état dans lequel vous allez le voir, là, le récit que vous allez voir, c'est je ne vais pas dire, je pense qu'on a supprimé, alors pour le coup au montage, je pense qu'on a supprimé un quart du film.
il y avait beaucoup de, avec Tonino, mais surtout moi, je voulais écrire un scénario un peu sur le mode effectivement noir, avec beaucoup de personnages d'histoire qui se croisaient, et au montage, ça nous a... Alors, bon, vous me le pardonnerez, il reste qu'une seule histoire périphérique, c'est celle du contrôleur judiciaire, dont vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Moi-même, je me pose la question aujourd'hui. Mais vous ne l'avez pas coupé, c'est bien. Non, j'ai pas coupé. L'homme d'archives dit que c'est très bien. J'ai pas coupé parce que je me suis dit, s'il y avait un remake américain, il ne serait pas dedans. Donc, il a été acheté, il n'a été jamais. Mais ils avaient pensé le faire? Oui, ils avaient acheté les droits. D'accord. Alors maintenant, il y a un petit moment un peu particulier parce que c'est la surprise du chef, en l'occurrence du président, Vincent Perez. C'est lui qui va donner l'absolution, alors, parce qu'il doit vous offrir un prix, le prix du festival, le prix Think Cinema. Donc accueillons Vincent Perez. Voilà, donc c'est merveilleux. Donc d'habitude on remet, peut-être vous n'êtes pas forcément au courant parce que c'est la première fois. Non, c'est la deuxième fois. Disons qu'il y a eu Christopher Walken ici la première année. On n'était pas encore tout à fait au point sur la forme de ce prix-là, mais il s'appelait déjà le Think Cinema. C'est le cinéma qui pense. Voilà, exactement. C'est pour ça que je réfléchis. Vous voyez à qui vous parlez. Magnifique. Donc, j'en suis tout. Palme d'or pour Dipan, César du meilleur réalisateur pour De battre mon cœur s'est arrêté, Un prophète, ou encore Les frères Sister, Jacques Audiard a façonné le paysage cinématographique français avec une maestra inégalée. Ça va pour le moment? Oui, ça, c'est gênant ou pas? Non. J'ai peur de te gêner. Pas bon, du tout, tant mieux. tout. Je sais pas si ruisselez-moi de compliments. Voilà. J'adore ça. Pour lui, le cinéma, très tôt, a prouvé qu'il fallait mieux cacher que montrer. Ben voilà, c'est ce qu'on disait longtemps. Une vision audacieuse à contre-courant qui a orienté son chemin. Jacques Audiard est un réalisateur et un scénariste qui, depuis plus de 30 ans, navigue avec subtilité. 30 ans, j'apprécie pas trop là. Bon, depuis avant-hier. Voilà, depuis très peu de temps en fait, finalement. Voilà. Navigue avec subtilité à travers les nuances de la condition humaine pour transformer la chronique sociale en romance, la désespérance en résilience. Ça me va toujours. Ça va toujours, tant mieux. Chaque film réalisé par ce très, très, très grand monsieur du cinéma est devenu un événement cinématographique en soi, captivant les spectateurs par des histoires profondément humaines. Monsieur Audiard, votre contribution exceptionnelle à l'art cinématographique va au-delà des éloges et des distinctions. Vous avez su capturer l'essence de l'humanité avec une grâce et une intensité rares, faisant de chaque film une exploration profonde de la psyché humaine. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons l'honneur de lui remettre le prix du Think Cinema, statuette à l'effigie de Charlie Chaplin. Et c'est une création de Véronique Olivier, qui est une magnifique petite statuette que j'adore, que j'aimerais bien avoir un jour d'ailleurs, mais je ne sais pas. Et donc, comme vous le savez... Qu'à Toto ruisselé. Voilà, exactement. Chaplin, comme vous le savez, vivait non loin d'ici. Il a logé dans l'hôtel dans lequel tu vas dormir ce soir. Et donc, voilà, un prix que nous sommes heureux de remettre au Capitole, un lieu culturel emblématique où, depuis près d'un siècle, l'histoire du 7e art s'entrelace harmonieusement avec l'expression artistique contemporaine. On peut applaudir très fort Monsieur Audiard. Merci infiniment, Vincent. Merci le Capitole. Merci. Merci mon père. Bertrand Bier a exactement le même. Et moi j'ai la même... Écoutez, je suis très touché. Vraiment très touché. J'adore les honneurs, en fait. Donc j'essaie... Ça me rappelle... Dans Out of Africa, il y a une scène extraordinaire entre Meryl Streep et Redford. Il y a beaucoup de scènes extraordinaires. Et il y a une scène où Robert Redford rince les cheveux de Meryl Streep en pleine Afrique. Oh, déjà, on est mal. Et elle lui dit, à partir de maintenant, je vais croire tout ce que vous direz. Magnifique. On peut l'applaudir très fort. Bravo!
François Jean.